il se noue d'amitié au-delà des mots, puisque dans les tranchées, on parlait beaucoup le bambara, et c'est la langue véhiculaire. Vraiment parler, c'est une notion très oubliée aujourd'hui, mais c'est vraiment très usité dans les tranchées. Et il se noue d'amitié avec ce Saïd. Saïd, c'est un personnage, c'est vraiment un anti-héros. Il n'est pas très intelligent, il n'est pas forcément très héroïque, même s'il se Il est montrera très héroïque, courageux et mais, héroïque à mais la il ne la fois. ramène pas. Hum. Il la ramène pas. C'est pas le héros à l'américaine voilà, qui met sa cape et qui sauve la terre entière. Il va juste donner sa vie au passage, mais il va aussi sauver des vies sur le front, et notamment son ami Babacar. Mais ce n'est pas quelqu'un qui attend de la vie un retour. Il est constamment dans le don de soi, dans son devoir. Pour lui, c'est un devoir d'aller sauver la vie de ses camarades sur le front, et de nourrir les siens, puisqu'il a une femme et deux enfants, restés en Algérie. Et tout le leitmotiv de 120 francs, 120 francs, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une de vos questions aussi, j'imagine. Mais évidemment, non mais ça va pas du tout. Non mais Xavier, ça va pas du tout. Alors 120 francs. C'est quoi 120 francs? Parce francs que ma question avant le 120 francs, c'était Ouais. des personnages, évidemment, mais on va revenir là-dessus, parce que je voulais vous demander si vous aviez un personnage auquel vous étiez particulièrement attaché, mais on va parler de 120 francs parce que c'était une question très très importante, et c'est le cœur, évidemment, c'est le titre d'abord. Alors 120 francs, c'est la prime de veuvage. Quand un soldat meurt pendant la guerre 14-18, sa femme, veuve, devenue veuve, peut postuler pour une prime de veuvage. C'est une prime unique, hein, c'est un seul paiement de 120 francs. 120 francs de l'époque, avec inflation, etc. Je me suis un petit peu amusé à voir un peu ce que ça représente aujourd'hui. C'est à peu près un caddie au supermarché. Voilà. Donc, le prix d'un homme. Le prix d'un homme, voilà. Et Saïd, il n'a jamais été à l'école, il ne sait ni lire ni écrire, il ne sait même pas compter, comme beaucoup d'hommes de sa génération, donc il sait juste que voilà, 120 francs, avec ça on peut s'acheter, il se pose des questions, voilà, combien d'œufs, combien de farine, combien... On est toujours dans la survie finalement, et il sait qu'à un moment donné ou un autre, il y passera. Donc on est vraiment dans quelque chose on parle souvent d'altruisme, pour des choses superficielles, mais là c'est vraiment le don de soi permanent en fait. Il sait qu'à un moment donné ce sera son tour, à son tour d'avoir les viscères à l'air, comme c'était le cas pour beaucoup de gens dans les tranchées. Et il est tout à fait déterminé à faire don de lui-même si d'aventure c'est écrit en fait. Il est très, on est au-delà même du fatalisme, c'est une évidence, voilà, c'est comme ça. Le sens du sacrifice absolu. Et c'est d'autant plus bouleversant que après ça, c'est toute une génération qui tombe dans l'oubli. Et 100 ans après, je pense que cette injustice fondamentale de l'oubli, parce que je pense que c'est une injustice, cet oubli, c'est une forme d'ingratitude sans borne. Je pense que cette ingratitude collective, cette amnésie collective est toxique. Et je pense qu'il y a là-dessus, pour le coup, une dimension politique. Je pense que on ne peut pas faire l'économie de s'en laver les mains et de dire oui, il y a un oubli collectif, parce que c'est très très grave ce qui se passe aujourd'hui. On a une génération issue des immigrations maghrébines, africaines, etc., qui se pose la question de son identité aujourd'hui. Et je pense que, ou du moins, à qui on la pose, la question de l'identité. Ce n'est pas forcément la forme pronominale. Et on se retrouve donc devant un enjeu de mémoire collective et de légitimité collective. C'est une transaction très morbide, comme s'il était question de dire, dans une équation très morbide, la vie de vos aïeux vous légitime vous aujourd'hui en France, ou en Europe en général. Or je trouve que le sacrifice des anciens ne devrait pas être un levier transactionnel pour légitimiter la présence de quelqu'un aujourd'hui. Je trouverais ça profondément morbide. Mais il se trouve que, voilà, c'est arrivé. C'est l'histoire, on ne peut pas la changer. Et je pense que c'est une occasion d'apaisement. Et soit on en fait une opportunité d'apaisement et de dialogue et d'histoire commune, et on fait lien ensemble grâce à ça, soit on passe ça à la trappe, et ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser la question du vivre ensemble et de ce qui fait sens et de ce qui fait France aujourd'hui
à des gens qui ont des intentions populistes, manichéistes, voire racistes, et on va leur laisser ces questions-là entre les mains et ils vont les instrumentaliser profondément contre les descendants de ces personnes qui se sont sacrifiées et par là même les tuer 2 fois. Et je trouve que c'est profondément pervers. Le mot pervers en latin, per, l'amplificateur, beaucoup, très, vers à l'envers. Donc c'est vraiment mettre les choses à l'envers de manière très très accentuée. Et de tuer quelqu'un 2 fois alors qu'il s'est sacrifié pour la nation, et de le tuer en plus sur un registre nationaliste, je trouve ça pour le coup profondément pervers. Donc, s'il y a une démarche politique, elle n'est pas partisane, chez moi elle est universaliste. Je suis profondément français aujourd'hui. Je suis profondément imprégné. Mais là, j'anticipe déjà d'autres questions sur, j'imagine, les influences littéraires, etc. C'est et on en séquence, reparlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on termine cette séquence avec cette photo de votre arrière-grand-père qui est à la fin de votre livre. Je voudrais vous la montrer et qu'on puisse la voir. Voilà. Comment êtes-vous tombé sur cette photo, Xavier? Alors, je suis tombé dessus en faisant des recherches sur la base des informations que j'avais sur le certificat de décès, simplement en tapant le nom du régiment, l'année, etc. Et sur ces informations très simples, très objectives, j'ai réussi à retrouver cette photo qui se trouve être le portrait craché de mon père. En plus de correspondre tout à fait à l'année, au régiment, etc. Donc c'est sûr et certain mon arrière-grand-père sur cette photo. Donc pur hasard. Pur hasard. Incroyable. Je l'ai trouvé sur un site en ligne qui vend tout et n'importe quoi, des aspirateurs et des photos et que sais-je encore. Et donc il y a un élément quasiment magique dans cette histoire, dans ce lien. Au moment où j'ai écrit 120 francs. Donc l'écriture avait déjà commencé. It was meant to be. Exactement. Et je trouve ça troublant, en tout cas, troublant. Et je dirais même, et si je me plantais, et si c'était pas lui, et si c'était un so what? C'est votre histoire quand même. Je trouve que voilà, ça restera un levier intéressant. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'une photo? C'est avant tout ce qu'on y met. Et en tout cas, c'est une photo qui me bouleverse profondément. Et j'étais ému aux larmes quand je suis tombé dessus. Je fais le fier là parce que je suis devant la caméra, mais j'étais profondément bouleversé en découvrant cette photo. Et c'est une photo qui me parle parce que je développe ce sujet-là dans le roman, le regard qu'il a. On dirait qu'il a le regard d'un lièvre croisé dans les phares. Ce regard, il n'est pas, encore une fois, c'est un jouet automate. Il n'est pas acteur de sa vie là sur cette photo. On a l'impression qu'on lui a demandé de poser comme un jouet. On voit bien dans le regard. Il est mis en scène, on l'a probablement briefé, on lui a probablement dit bah, tiens, tu vas te tenir comme ça, etc. Il y a un côté très exotisant qui correspond à l'esprit de l'époque aussi, encore une fois. Et ça m'a beaucoup aussi rappelé l'exposition coloniale, cette manière d'instrumentaliser. Et dans le roman, je parle d'un personnage photographe aussi, dont le père est taxidermiste. Alors le mot taxidermie, étymologiquement, ça veut dire la mise en scène. Comment on met en scène. Donc j'ai fait cette analogie entre la taxidermie et la photographie coloniale en fait. Littéralement la manière qu'on a de rendre un être humain un objet de taxidermie et on le vide de toute substance et on l'empaille avec des idées coloniales comme ça, très, très objectivantes, très, très exotiques et très souvent méprisantes au final. Je tiens à insister sur quelque chose en disant tout ça. Vraiment, j'insiste sur la notion d'apaisement. Voilà, c'est un roman, on est bien, on vit en démocratie aujourd'hui du 21e siècle et je vois beaucoup de gens qui sont dans le ressentiment aujourd'hui. Je comprends leur douleur, mais je pense qu'on n'a jamais rien construit avec le feu. Je pense qu'il faut s'apaiser et je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est une opportunité de faire du lien et ce type de littérature, au-delà même de mon roman, ça devrait être vraiment l'occasion de dialoguer, d'ouvrir des conversations, de sortir des tabous qui n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle et vraiment de trouver ce qui fait sens entre nous. Et je trouve ça magnifique que mon ancêtre soit mort pour la France et
et c'est un sujet qui me bouleverse parce qu'il me pose la question fondamentale de qu'est-ce qui fait mon identité aujourd'hui. Et si demain la France était en guerre, on se pose tous ce genre de questions, comment on réagirait? Parce que c'est marrant, quand on écoute tout le monde aujourd'hui, c'est à croire que tout le monde était Jean Moulin à l'époque. Et la question de la résistance, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Moi, je suis très... Et là, j'enchaîne sur la question suivante, qui est quelles sont tes influences littéraires? Et bien, je dirais, je pense évidemment à René Char. Je pense à sa poésie, mais aussi à son approche de la littérature, qui est une approche très étrange parce que c'est une approche qui consiste à déboulonner les statues, à se déboulonner lui-même. Il met en avant la littérature, il met en avant la poésie, il n'est pas dans cette posture très archaïque qui consistait dans quelque chose de très narcissique et de se mettre en avant. Il est dans des tripes, un peu comme ces gens des tranchées qui avaient vraiment les viscères à l'air, au risque même d'être difficile à comprendre. Sa poésie est parfois difficile, vraiment difficile à comprendre, mais je lui en suis gré parce que, en tout cas, il nous invite à quelque chose d'authentique. Et puis, en termes de littérature, d'autres influences, je dirais Faulkner, pour les États-Unis. Faulkner. Donc, vous aurez compris. Ouais. Je n'ai même plus de questions à poser. Il est merveilleux. Xavier Leclerc. Ce que vous savez pas. Alors, franchement, moi je suis tranquille. J'aurais même pas dû préparer ce truc. La question était quel est votre panthéon littéraire? Mais non, c'est magique. C'est magique. Donc on continue. Non, donc on a commencé avec René Char. Là, on y va. Faulkner, évidemment. Alors Faulkner. Donc votre panthéon littéraire, ce qui vous a construit, bouleversé depuis tout jeune homme. C'est une évidence. Mais j'ai envie de parler aujourd'hui de Anton Tchekhov. Alors, ça me va bien aussi. Ça va. Anton Tchekhov, ça va bien. On est bien, on est en bonne compagnie. Je dis santé pour Tchekhov. Santé pour Tchekhov. Alors, Tchekhov, pourquoi Tchekhov? J'aurais pu vous dire Dostoïevski, j'aurais pu vous dire Tolstoï. La maison russe est bien habitée. Alors, je vais être très simple. Dostoïevski et Tolstoï sont habités par l'idéologie du 19e. Alors qu'Anton Tchekhov, il est attaché à la condition humaine. Il n'a pas un discours. Son paysan n'est pas mystifié, n'est pas une figure. Si vous lisez Milan Kundera qui parle du kitsch, vous voyez, le kitsch un peu soviétique, cette esthétique particulière, idéalisée. Et bien justement, ce qui fait le côté pionnier de Tchekhov, c'est qu'il n'a aucune idéologie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'échec. C'est la condition humaine, c'est la fragilité, la vulnérabilité. Donc Tchekhov, moi, ce qui me fascine chez lui, d'abord, il a écrit 600 nouvelles. C'est un monstre. Et Tchekhov, il me bouleverse parce que je me retrouve en lui. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais pas parce qu'il est glorieux aujourd'hui, mais parce qu'il était un enfant de serre à l'époque. Et c'est pour ça que je me retrouve chez lui, parce que il suffit de lire ses correspondances de l'époque, il expliquait que ça met beaucoup de temps à se débarrasser du sang d'esclaves. Et quand on a ça en héritage, d'être un enfant de serre, c'est la fin du 19e siècle, la Russie, c'est très très difficile de s'émanciper de ça. Une longue histoire très compliquée, son père fuit à Moscou, la justice, bref, il deviendra médecin, et il disait toujours, moi je suis médecin, je ne suis pas écrivain, j'écris, bon voilà, pour gagner de l'argent, mais j'essaie de... Et il avait une humilité absolument confondante, et un talent tout aussi impressionnant. Tchekhov, voilà, il m'émeut parce qu'il est capable de mettre, mettre la dignité dans un personnage de domestique que traditionnellement on pense ne pas en tout cas il sort d'une très longue époque où finalement les vies minuscules ne valent pas la peine d'être racontées. Ou alors, si elles le sont, elles ne sont pas considérées. Et c'est évidemment quelque chose qui m'interpelle et qui est finalement terriblement d'actualité aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas... on dit oui, la mémoire d'il y a 100 ans, etc., comme si c'était encore une fois un dossier classé. Je pense qu'il nous interpelle. Cette époque nous interpelle. Je ne suis pas du tout nostalgique. Mais simplement, je voudrais informer mon opinion d'aujourd'hui à la lumière du passé aussi.
Non pas que l'histoire a vocation à se répéter, c'est jamais la même chose. Mais par contre, on peut en tirer une substance, à défaut de parler de leçons. Et à défaut d'avoir des réponses, on peut se poser des bonnes questions. Et aujourd'hui, par exemple, à la lumière de ce qui se passe, les gilets jaunes, etc., je pense que Tchekhov peut nous éclairer. Quand vous lisez La Steppe, quand vous lisez La Cerisée, quand vous lisez... C'est extraordinaire, Tchekhov, pour ça. Après, je peux vous parler d'autres influences. Ça va dans tous les sens. Hein. J'ai une immense bibliothèque intérieure depuis très longtemps. Je suis très influencé par James Baldwin. Si on reparle des États-Unis. James Baldwin, absolument magnifique. On en parle 5 secondes, on s'arrête 2 secondes. On y va.